Donc, bonjour Madame la Ministre, un grand merci d'avoir accepté Avec plaisir. cette interview. Alors, lors de notre présence à la COP 23, on a eu l'occasion de vraiment voir plusieurs politiques environnementales d'autres pays. Par exemple, les Pays-Bas ont annoncé qu'ils allaient diminuer leur taux d'émission pour 2030 à 55%. Et le président français, M. Macron, a annoncé qu'ils allaient mettre en place un prix du carbone pour internaliser le carbone dans le coût de l'économie. On voulait savoir tout d'abord quelles étaient vos ambitions pour l'avenir de la Belgique. Alors, les ambitions en matière de gaz à effet de serre à l'horizon 2030 pour la Belgique, pour l'instant, n'ont pas encore été assignées par l'Europe. On tourne, la proposition de l'Europe à la Belgique est d'une diminution de 35% des gaz à effet de serre. Il y a effectivement des pays qui montrent une volonté plus forte en termes de diminution de gaz à effet de serre. Nous avons rencontré d'ailleurs le ministre hollandais hier, qui est tout nouvellement désigné à cette tâche, et il nous a expliqué qu'il entrevoyait cela dans une politique qu'il devait seulement construire, il vient d'arriver, mais avec les pays voisins. Donc avec la Belgique, avec le Luxembourg, avec la France, avec les pays scandinaves, avec l'Allemagne. Et donc ce qu'il entrevoit comme hausse des ambitions est une hausse collective. Ils vont faire des efforts sur leur territoire, donc on a fait un peu le tour de son mix énergétique, mais ils entrevoient plutôt un travail avec les pays voisins. Donc nous participerons évidemment à cet effort, à cet échange de bonnes pratiques, et peut-être arriverons-nous dans ce contexte à dépasser, ce serait souhaitable, bien que on part de 15%, donc pour aller déjà jusqu'à 35%, c'est un effort énorme en termes d'efficacité énergétique, en termes d'électrification du transport, compétences en Belgique qui sont essentiellement dans le chef des régions. Voilà. Et justement, on sait qu'il y a le pacte énergétique qui est en cours de discussion, et donc quels objectifs concrets vous aimeriez atteindre au travers de ce pacte énergétique? Alors justement, toujours par rapport à cette diminution très forte en pourcentage des gaz à effet de serre à l'horizon 2030, qui n'est pas encore finalisé avec l'Europe et qui fera partie des reportings et des chiffrages dans le plan national énergie-climat qu'on est en train de rédiger et qu'on doit remettre en draft à l'Europe fin 2018. Le pacte énergétique est un document jumeau qui est en train d'être constitué avec les ministres régionaux, et nous nous positionnons dans ce trajet donc des obligations européennes et peut-être plus avec les pays voisins pour développer dans le pacte énergétique, qui est d'abord essentiellement un outil énergétique, également des politiques qui soient cohérentes avec les objectifs climatiques, puisqu'évidemment, produire de l'énergie, consommer de l'énergie, c'est aussi une question de climat, une question de lutte contre le réchauffement climatique, et ça fait partie donc des deux éléments fondamentaux que nous suivons dans la réflexion. Alors concrètement, il y aura évidemment, en fonction des compétences des uns et des autres, le fédéral et les régions, plus de renouvelables en mer du Nord, à l'horizon après 2020, plus de renouvelables dans les régions, une électrification plus poussée ou plus de propreté dans les transports collectifs et les transports individuels. Nous avons par exemple un plan SNCB qui prévoit une efficacité énergétique ambitieuse pour le ferroviaire. La réflexion sur les aéroports est plus délicate. Nous avons à y réfléchir également, puisqu'il y a l'aéroport national et les aéroports régionaux. Les régions nous parlent beaucoup en termes de transport, d'interdiction des véhicules diesel et essence à telle et telle échéance. Il y a aussi des réflexions sur la gestion d'amiante et de stockage. Au fédéral, nous avons déjà un cadre législatif qui a été voté en juillet 2017 en cette matière, et j'attends des régions qu'elles fassent un cadre spécifique au réseau de distribution en cette matière également. Donc il y a beaucoup d'initiatives qui peuvent être prises et que nous allons souligner dans le pacte énergétique. Mais justement, en parlant des ambitions de la Belgique, en fait, à la COP23 ici, on a beaucoup parlé du rapport de l'UNEP, donc c'est la section environnement des Nations Unies,
donc ça s'appelle le Gap Report, qui explique qu'en fait, ce qui avait été mis en place à l'accord de Paris, on se rend compte aujourd'hui qu'il faudra avoir des plus grandes ambitions pour y arriver. Alors on se demandait, est-ce qu'en Belgique, vous allez essayer d'être proactif par rapport à ce rapport, d'aller peut-être un peu plus loin que ce que l'Union européenne demande J'ai l'habitude de dire qu'on peut toujours lancer des slogans, des pourcentages, des ambitions, mais que la vérité, c'est qu'il faut être concret. Et donc, c'est par rapport à un chemin concret, d'une part, et d'autre part, à ce qui va se passer concrètement sur le terrain, qu'on va pouvoir progresser vers, j'espère, de meilleures performances. Donc on peut toujours lancer des slogans, hein, mais moi je dis que les grandes déclarations c'est une chose, mais que le concret, la réalité, c'est bien plus dur. Et donc un chemin concret, c'est-à-dire comment on va faire pour aller de moins 15% à moins 35% minimum, puisqu'on sait qu'on va travailler avec d'autres pays voisins qui sont ambitieux, d'une part. D'autre part, comment les régions qui ont beaucoup de compétences dans ce travail vont évoluer elles-mêmes sur l'efficacité énergétique, sur une plus grande propreté dans le transport de biens, le transport de personnes. Tout ce qui est véhicule individuel, c'est la compétence des régions. Tout ce qui est transport collectif, genre bus, etc., ce sont les régions. Moi, je n'ai que le transport ferroviaire et l'aéroport national. C'est une chose importante de parler de ces deux points parce qu'ensemble, on sait qu'on a un levier, donc avec le résidentiel, les émissions de gaz à effet de serre du résidentiel, chauffage, climatisation et autres, et le transport, on a un levier exceptionnel pour faire diminuer les gaz à effet de serre. Et donc ces compétences sont surtout logées dans les régions. Donc ce trajet concret, on va le faire ensemble et on va le décrire dans le pacte énergétique, dont les deux lignes directrices sont la production de plus en plus propre d'énergie, celle dont nous avons besoin à travers la transformation de notre société, donc une autre manière de consommer, avec notamment de la gestion de la demande, avec notamment du stockage individuel. Donc pour ça, nous avons une législation au niveau national, comme je l'ai dit, qui a été prise pour le réseau central, donc sur lequel je suis compétente, mais pour les réseaux de distribution, qui sont dans les compétences des régions, il faut aussi une législation en cette matière. Donc tous ces éléments vont s'agréger, et on va avoir un monitoring du pacte énergétique et un monitoring du plan national énergie-climat qui nous permettra de voir tous les 2 ans comment on avance sur le chemin. Et donc ça, moi je préfère de loin des attitudes très réalistes comme celle-là pour pouvoir voir chaque fois comment rectifier le tir. Et donc la section environnement onusienne qui a donc émis ce rapport nous rappelle évidemment à nos obligations et nous permet aussi de rectifier le tir et de continuer à tracer le sillon plus fort, hein, avec plus de conscience et d'action, mais toujours dans une réalité qu'il faut pouvoir mesurer en disant voilà, on n'est pas encore assez loin, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on peut le faire, avec qui, et ainsi de suite. Et justement, en parlant de concret et d'être réaliste, on parle beaucoup aujourd'hui dans les médias belges de la question du nucléaire, et on voulait vous demander si vous pensez que d'ici 2025, on sera capable, on sera prêt pour la fin du nucléaire, et est-ce qu'on ne deviendra pas un petit peu trop dépendant des autres pays si on n'arrive pas à développer nos énergies renouvelables? Ah mais écoutez, ça c'est la grande question, et donc moi je suis très zen dans ce dossier, je le connais évidemment très très bien. On a dit beaucoup de choses au début de ce gouvernement en octobre 2014, quand nous avons dû, pour des raisons de sécurité d'approvisionnement précisément, et d'indépendance minimum de notre pays, en termes de production d'énergie pour pouvoir alimenter la demande à suffisance. On a dit beaucoup de choses sur la prolongation de réacteurs nucléaires, d'où l'un et d'où le 2, jusqu'en 2025, alors que le précédent gouvernement avait eu la même réaction, confronté aux réalités de nouveau. Alors ici, heureusement, je me suis bien rendu compte dès le départ de la situation, j'ai travaillé et nous avons réalisé plusieurs études avec le gestionnaire de réseau de transport en électricité qui est Elia. Nous avons sorti une étude qui a été fortement commentée dans la presse dans les heures qui viennent de s'écouler, vous l'avez vu, et qui dit que suivant l'évolution en renouvelable dans les régions, il y aura plus ou moins nécessité d'installation de centrales à gaz. Est-ce que c'est possible dans un délai aussi court? C'est tout juste le moment, et donc nous allons le faire. Et j'ai, via mon administration, commandé une étude
à une énième étude, parce que j'avais déjà commandé plusieurs études. Il y a plusieurs systèmes de mécanismes de soutien de capacité autour et alentour de la Belgique qui permet justement de lancer ce processus d'installation de centrales à gaz. Et donc, l'étude que j'ai commandée via ma DG vise à choisir un système approprié pour la Belgique. Et donc, sur base de cela, nous espérons donner un signal à nos investisseurs pour pouvoir permettre l'installation de ces centrales à gaz. Bien sûr, je ne vous cache pas que tout nouvel investissement coûte. Donc, les centrales nucléaires sont amorties, donc elles coûtent moins aux consommateurs et elles rapportent de l'argent au budget de l'État. Les centrales à gaz seront nouvelles, elles vont coûter aux consommateurs et elles vont faire plus de CO2. Donc, il faudra aussi que dans les régions, on diminue fortement le CO2 à due concurrence avec l'efficacité énergétique et par exemple l'électrification du transport. Madame la ministre, un grand merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Juste une dernière toute petite question. Oui. Quel est votre geste quotidien pour la planète? Est-ce que vous avez un exemple? En dehors d'être ministre de l'énergie. En dehors d'être ministre. Quotidien, c'est peut-être un peu... Mais je me suis rendu compte, et ça m'est venu à l'idée, en plus de ce que je faisais déjà, parce que mes parents m'ont éduqué aux objets de seconde main, parce qu'on a toujours aimé dans la famille les objets anciens qui avaient vécu. Donc j'ai très peu de choses. Tout ce mobilier qu'il y a autour de nous, je n'ai absolument pas ça chez moi. Donc j'ai des fauteuils en bois qui sont recouverts, etc. Donc c'est une façon de vivre. La deuxième chose, c'est que je fais en sorte maintenant d'acheter à proximité et dans la saison. Parce que j'ai découvert des fournisseurs que je n'avais pas vus avant autour de moi. Donc, ce que je faisais, je ne vais jamais dans les grandes surfaces, j'ai horreur de ça, donc je vais chez le commerçant du coin. Mais en réalité, maintenant, je vais un peu plus loin. Il y a de nouveaux commerçants qui sont intervenus et qui nous permettent de travailler avec des circuits courts en provenance directement de l'agriculture, de notre entourage. Donc ça, c'est intéressant. Ouais. Voilà. Merci, madame. Avec plaisir. Merci d'avoir répondu aux questions pour le projet Inside COP. Oui, merci beaucoup à vous.